Le lion de l'Atlas Mourani Salahdine a rugi fort sur la 30e édition du Tour cycliste international du Faso. Le Marocain s'est offert les maillots jaunes de leader et roses des sprints intermédiaires à l'issue de la 10e et dernière étape disputée hier dimanche entre Korsimoro et Ouagadougou, arrivé jugé sous le regard d'imminentes personnalités dont le président du Faso. Nos envoyés spéciaux reviennent sur l'événement. Le Racing Club de Bobo-Dioulasso aux commandes du Faso Foot, les Tigres tombeurs de Majestic sont leaders sous la menace des promus académiciens de Salitas qui ont infligé à l'Asfa Yenenga sa deuxième défaite de ce début de championnat, aussi époustouflant pour les Yenenguistes que pour les stylistes. Le point de la 4e journée disputée ce samedi, suivi de commentaires dans ce magazine. Les matchs se suivent et se ressemblent pour Bertrand Traoré à Lyon. L'international burkinabé a participé à la correction infligée aux Stéphanois dans cet autre derby de Ligue 1 à Geoffroy Guichard. Bertrand Traoré signe son 3e but et participe au Festival des Gaunes dans le champ des Verts de l'AS Saint-Étienne en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Vous aurez les échos de nos pros avec Jean-Modeste Ouedraogo, ami sportif. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sportive sur la chaîne Groupe Média Leader. Après 10 jours de compétition à travers les routes du Burkina, la 30e édition du Tour cycliste international du Faso a livré son verdict hier dimanche sur l'avenue de l'Indépendance à Ouagadougou. Et vous avez pu suivre en direct la victoire d'étape de l'Allemand Benjamin Stauder sur la 10e étape sur nos antennes et la remise du maillot jaune de grand vainqueur au lion de l'Atlas marocain Mourani Salahdine. Jean-Modeste Ouedraogo vous propose de revivre le bouquet final. Benjamin Stauder rentre dans l'histoire du Tour du Faso en signant une 5e victoire d'étape et avec la manière. Ainsi, l'Allemand de 30 ans est le 3e cycliste à réaliser une telle performance. Très content parce que c'est incroyable. Je gagne 5 étapes, 3 étapes je porte le maillot jaune et les autres étapes je prends le maillot vert. Et c'est extraordinaire. Très content parce que le premier c'est incroyable. Je gagne 5 étapes, 3 étapes je porte le maillot jaune et les autres étapes je prends le maillot vert. Mais le grand vainqueur de cette 30e édition se nomme Salahdine Mouraoni, maillot rose des points chauds et maillot jaune. Le Marocain est une véritable coqueluche du vélo. Son meilleur adversaire, l'Érythréen Simon Mussi, nourrissait le rêve de réaliser un hold-up parfait à cette dernière étape entre Korsimoro et Ouagadougou, longue de 110 km. 18 secondes séparent les deux hommes et la bataille finale promet des étincelles. Au premier point chaud, une échappée de 6 coureurs se bouscule pour enlever le sprint. Tom Janssen, le Belge très actif, passe en tête, suivi du Burkinabé Abdoulaye Rouamba et le Français Eric Perrodo. Après Ziaré, cap sur Ouagadougou, en passant par le site granitique de Luango, pour réaliser la voie de Fada, route nationale numéro 4. L'échappée lève le pied et se fait reprendre par le peloton, conduit par l'Érythrée et surveillé par le Maroc. À Ouagadougou, les coureurs parcourent les artères avant d'entamer un circuit fermé de 5 km 100 à parcourir 5 fois. Après une échappée de 2 hommes, sans grande inquiétude pour le peloton, Ouagadougou et sa population se préparent à vivre le dernier sprint de la compétition. Un grand show entre les meilleurs sprinteurs de cette 30e édition. Salfo Bikenga attaque très tôt, Salahdine Mouraoni contre-attaque, Aziz Nikema répond, mais Benjamin Stauder surgit et donne une leçon de cyclisme à ses adversaires. La fusée allemande dépose le Burkinabé Abdulaziz Nikema et le Belge Tijn van Kouter. Vitesse moyenne, plus de 41 km/h. Tami, 2h38 minutes, 41 secondes. Simon Mussi termine 2e au classement général. Le garçon venu d'Asmara est costaud et prometteur, même si le terrain ne lui est pas favorable. Le Marocain est un sprinter, moi je ne le suis pas. Et c'est une question de bonus qui lui permet de gagner. Et dans 2 semaines, je serai autour du Rwanda. Et le Rwanda me plaît beaucoup par rapport au Burkina qui est plat. Et au Rwanda, le terrain est très élevé. Et moi, je suis grimpeur et ça me plaît bien. Abou Sanogo de la Côte d'Ivoire signe 2 victoires d'étape. Un objectif largement atteint pour les Ivoiriens. On nous appelle chaque jour du courage, battez-vous, les pays contre vous. Donc on a essayé de collaborer. Depuis hier, et vous avez dit, notre objectif était pour gagner 2e étape. Et quand les footballeurs viennent, ils gagnent. On a accueilli, même les athlétistes.
Nous aussi, on est venu, on a brillé, on a droit à ça. On veut que le ministère aussi nous essaie de voir quelque chose pour nous aussi. Dès quand on rentre à Abidjan, la famille compte sur nous aussi, on regarde. On veut que les gars n'ont nous recevoir aussi. Le Burkina de Mathias Sorgo se contente d'une 3e place au classement général. Un résultat en deçà des attentes. Nous demandons aux autorités de nous aider à participer aux autres tours en Afrique, comme le tour à Missa Bongo, comme le tour du Rwanda et le tour de Madagascar pour avoir plus de compétition. Le niveau de l'Allemand est plus élevé que nous. Il a participé à des grands tours comme le tour d'Italie et c'est difficile pour nous de le battre. Mais avec plus d'expérience, on pourra rivaliser avec les grands. Chaque Burkinabé mérite une autopsie afin de donner un souffle nouveau au cyclisme burkinabé en panne mécanique à cette 30e édition. Mais qui est ce garçon qui a tenu à respect la centaine de concurrents, mais aussi les observateurs de la petite reine? Je vous propose de faire plus de connaissances avec Mourani Salahedine. C'est dans ce gros plan signé Jean-Modeste Ouedraogo. Voici l'homme le plus heureux de cette 30e édition du Tour cycliste international du Faso. Maillot jaune 2017 du Tour, le garçon de 24 ans a séduit tous les observateurs. Derrière son jeune âge se cache un homme pétri de talent et d'expérience. Entre le vélo et Salahedine, c'est une question d'amour. Né à Casablanca en 1993, Salahedine pique le virus du vélo à l'âge de 14 ans. Très vite, ses performances et surtout ses qualités de sprinter sont remarquées par la fédération marocaine. À 20 ans, il intègre l'équipe nationale et commence à participer aux compétitions internationales. Coéquipier d'un certain Moussine Lassane, maillot jaune 2015, Salahedine Mraouni a participé à la dernière tropicale à Missa Bongo. Il remporte des victoires d'étape et le maillot vert. Le Tour du Cameroun se souvient de ce visage juvénile avec ses 2 victoires d'étape. C'est au fait d'armes le Tour cycliste international du Faso, où il goûte enfin aux délices de la gloire et inscrit son nom en lettres d'or au palmarès du Tour du Faso aux côtés de 4 autres Marocains. Le maillot du meilleur Burkinabé au classement général. Je vous le disais en titre et vous en êtes aperçu. L'arrivée du 30e Tour cycliste du Faso a été jugée sous le regard de nombreuses personnalités, au premier rang desquelles le président du Faso, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré. Après la course, le président du Faso a bien voulu répondre à quelques questions de nos reporters. De ce 30e Tour du Faso, car comme vous l'avez si bien dit, le Tour du Faso a une place importante dans la vie du pays. Je voudrais surtout féliciter le vainqueur, notamment le Maroc, qui a eu le maillot jaune, et dire que nous avons assisté cette année à un Tour du Faso qui a été relevé du point de vue des participants. Et ceci est une très bonne chose pour toutes nos équipes, parce que ça permet de se mettre au diapason des réalités de l'Afrique et du monde de façon générale. Je voudrais saluer tous les pays qui ont accepté de participer à cette coupe. Saluer la Fédération nationale du cyclisme et tous les sponsors qui soutiennent quotidiennement. Je voudrais enfin dire qu'on a pris bonne note des préoccupations de l'organisation du Tour du Faso et je voudrais prendre l'engagement que nous ferons en sorte que le Tour du Faso garde sa place et monte, je dirais, comme on dit, au premier rang également, comme souhaité par la Fédération nationale et comme souhaité par ceux qui organisent quotidiennement et régulièrement le Tour du Faso. Permettez-moi également de saluer M. Ducreux, qui durant 30 ans a animé ce Tour du Faso. C'est un grand homme et ce tour s'est multiplié et s'est propagé dans un certain nombre de pays. Et nous lui devons vraiment un grand remerciement. Il a pris un risque au départ, le risque est devenu réalité et comme vous l'avez dit, c'est devenu un patrimoine du Burkina Faso. Merci à vous Jean-Modeste Ouedraogo. Et puis le clap de fin du 30e Tour cycliste international du Faso, c'était dans la nuit d'hier au mess des officiers à Ouagadougou. Les acteurs de la Grande Boucle ont fait le bilan du 30e épisode, remise de trophées sur fond d'ambiance de grand soir que vous avez vécu en direct sur nos antennes. C'est avec Lassina Sawadougou.
Soirée de récompense pour le dernier acte de ce 30e Tour du Faso. Les acteurs d'abord, Mrouani Salahedine, le maillot jaune du leader, et maillot rose des sprints intermédiaires. Benjamin Stoder, maillot vert du classement général au point, avec à la clé ses 5 victoires d'étape sur la grande boucle. Seulement 3 coureurs ont réussi cette prouesse en 30 éditions. Abou Sanogo de la Côte d'Ivoire enregistre lui 2 victoires. Les 3 autres vainqueurs ont pour nom Ken Médéric, Jarry Verstraete et Abdulaziz Nikiema. La soirée aura permis de récompenser les différentes composantes de l'organisation. Le comité d'organisation a pour l'occasion fait un clin d'œil à l'histoire avec des attestations pour les différents vainqueurs burkinabés du Tour du Faso. Reconnaissance aussi pour les 3 rescapés du Tour, Aboubakar Tiemtore dit 14, le Balkunaba et Francis Ducreux. Ces 3-là ont participé à toutes les éditions du Tour du Faso. Chapeau bas. Reconnaissance aussi pour les anciens présidents de la Fédération burkinabé de cyclisme, Gabriel Zaongo, Adama Diallo, Alassane Dewangrawa. Le Tour du Faso a démontré une fois de plus son exemplarité et sa maturité dans l'organisation. Au revoir le Tour 2017. Bonjour le Tour 2018. Voilà, et je reçois sur ce plateau 2 de nos envoyés spéciaux sur ce 30e Tour du Faso. Lassina Sawadro, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Et Jean-Modeste Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, il sait qu'il y a toujours la fatigue hein, après 10 jours dans les villes de campagne du Burkina pour faire vivre aux téléspectateurs de la chaîne au cœur des grands événements, ce grand événement cycliste qu'est le Tour du Faso. Alors, le Burkina qui termine 3e au classement par équipe. Alors, et Mathias Sorgo qui est 3e au classement général au temps. Est-ce qu'on peut dire que c'est une contre-performance? Oui, on peut le dire, on peut l'affirmer, Jérôme. Lorsqu'on juste on regarde dans le rétroviseur pour voir la performance des étalons du Burkina Faso à l'édition précédente, on peut se dire que c'est une contre-performance. Hein. Le Burkina était maillot jaune et aujourd'hui, pour cette 30e édition, le Burkina est 3e au classement général, 3e au classement par équipe. C'est une contre-performance, mais quand on regarde de plus près, la cuvée 2017 est-elle pareille que la cuvée 2016? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Mais tout compte fait, je pense que c'est une contre-performance pour les étalons du Burkina Faso. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, contre-performance, comment vous pouvez expliquer ça, vous qui avez vécu cette épreuve-là de bout en bout? Bon, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a constaté que les cyclistes burkinabés avaient pas mal de soucis. D'abord, il faut reconnaître qu'il y avait un certain nombre de cyclistes qui a séjourné en France. Et donc, ils ont pu faire 2 mois en France avant de revenir pour le Tour du Faso. Et ce qu'il faut signaler, c'est qu'en France, actuellement, c'est l'hiver. Et l'hiver, déjà, c'est le froid. Et actuellement, au Burkina, on est à 39, 40 degrés, 41 degrés parfois. Quand on monte un peu vers Ouayouguia et autres, là, ça va au-delà. Et cela voudrait dire qu'il y a un problème d'acclimatation aussi qui va se poser. Mais aussi, il y a d'autres facteurs, tels que le problème même interne d'organisation de notre équipe. Parce que quand vous prenez l'équipe de Burkina, on a 3 équipes. On a l'équipe régionale de l'Ouest, l'équipe régionale du Centre, et puis on a l'équipe du Burkina. Voilà. Et l'équipe du Burkina est composée de 6 garçons. D'ailleurs, toutes les équipes sont composées de 6 personnes. Et l'équipe du Burkina, 6 garçons. Mais ces 6 garçons, il faut reconnaître que ce sont pratiquement des leaders. Ce pas des profils différents. Non, pas du tout, parce que quand vous prenez un Mathias Sorgo, vous prenez par exemple un Salif Bikenga, vous prenez un autre comme Aziz Nikiema, il veut dire Salfo Bikenga, Aziz Nikiema, et puis vous prenez par exemple Aruna Ilboudo, Salfo Yerbanga. Vous voyez, moi, le problème que j'ai, c'est qu'on a comme l'impression que ce sont tous des leaders, et ces leaders-là, personne ne peut ou ne veut travailler pour l'autre. Vous comprenez? Ça veut dire que dans une équipe de cyclisme, à mon avis, il faut qu'il y ait au moins 2 leaders. Et puis le reste, on a des rouleurs, des gens qui sont là pour faire le sale travail. Hein? Et puis après, oui, voilà. Et puis on peut mettre en exergue un certain nombre de personnes. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Autre aspect. Le comble,
Il y a 2 maillots jaunes. Deux maillots jaunes dans la même équipe. Voilà, autre aspect aussi, je pense que c'est un aspect, et non des moindres, hein, qui peut expliquer un peu ce qui se passe. C'est un peu, il n'y a pas de sérénité au sein même de la fédération burkinabé de cyclisme. Il y a trop de guéguerres. J'en veux pour preuve cette histoire entre le président Béréoudougou, qui se trouve de la ICK, qui a, à mon avis, c'est le meilleur club du Burkina, et aujourd'hui il a les moyens nécessaires, et où il a doté à tout cas un certain nombre de moyens à son club qui permet au club de briller au niveau national. Et donc il a des cyclistes qui constituent l'ossature même de l'équipe du Burkina. Aujourd'hui, il a retiré ses vélos, vous comprenez, et les étalons sont venus sans ces vélos pour cette compétition. Et en plus, vous savez... Alors qu'on sait qu'en cyclisme, le cycliste fait corps avec son vélo. Il fait corps, oui, c'est vrai, parce que là, c'est très important. Et quand vous prenez un garçon comme Seydou Bamogo, qui est parti en France avec le vélo de la JCK, il arrive là-bas, il s'entraîne pendant 2 mois avec le vélo de la JCK. Quand il revient, on lui retire le vélo juste à 1 semaine de la compétition. On lui remet un autre vélo. Il a du mal à s'approprier le vélo. Il a du mal vraiment à prendre vraiment corps avec le vélo. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut prendre du temps pour pouvoir revenir. Et tout ça, ça montre que c'est pas simple. Il a fallu vraiment, il y a trop de guéguerres dans cette fédération et ça n'a pas joué à la faveur donc des étalons. Alors, Lassina Sawadogo, on va revenir sur le stage en France. Pourquoi ce choix-là a été fait? Quand on connaît la période, le climat qu'il fait au Burkina et en France, carrément aux antipodes. Non, je pense que le choix a été fait parce qu'on voulait donner une autre dimension à l'équipe du Burkina Faso pour ce Tour du Faso. Moi, le choix, oui, mais est-ce le bon choix? C'est la question qui peut se poser. Peut-être que c'est le bon choix, mais maintenant, est-ce que tous les moyens ont été réunis? C'est peut-être là qu'il faut véritablement commencer à creuser pour voir. Ce que Modeste dit tout à l'heure est peut-être symptomatique. On va se préparer. C'est vrai qu'il y a des conditions climatiques, mais derrière aussi, il y a des conditions mécaniques. On a vu qu'il y a eu beaucoup de soucis mécaniques pour beaucoup de coureurs sur ce Tour du Faso. Et puis ce problème-là, je ne sais pas si on va l'appeler guéguerre, mais il y a véritablement ce problème de cohésion là qui peut se passer. Sinon, ce n'est pas un scandale qu'une équipe donne son vélo, bien sûr, à un coureur qui va en équipe nationale. Je pense qu'un joueur de football qui joue en club, quand il est en équipe nationale, généralement, il vient avec ses mêmes paires de marques pour pouvoir jouer. Voilà, donc c'est ce problème-là qu'il faut pouvoir régler. Mis à part cela, il y a des stages qu'il faut faire, mais au-delà des stages, les coureurs l'ont dit, rien ne remplace la compétition. Absolument rien ne remplace la compétition. Il y a de grands tours, mais on a un souci au Burkina depuis plusieurs années, Jérôme. On va à des tours. Mais je vous ai dit, je répète, ce n'est pas de la tontine. Ce n'est pas parce qu'on est 10 ou 15 qu'on doit se relayer pour aller à des tours. Il faut mettre une ossature de l'équipe qui est capable de participer au tour et à gagner. Voilà pourquoi on dit qu'on est numéro 1 du cyclisme ouest-africain. Mais lorsque nous sortons du Burkina, on n'arrive pas à engranger des résultats. Parce qu'on ne fait que c'est une question de passe-passe, de tour à tour. Intergroupe va ici. Oui, c'est un souci. Il y a une ossature qu'il faut créer et puis les autres vont tourner autour. Comme ça, ça va guérir les uns et les autres. Vous savez, on parle du Rwanda. Le Rwanda, c'est un relief complètement à part, différent du Burkina Faso. Il y a aussi d'autres pays comme ça qui ont des reliefs différents. Il faut qu'on puisse avoir des coureurs spécialisés en fonction des reliefs. Ça va permettre aux uns aux autres là de pouvoir créer une osmose et puis, bon, bien sûr, à la fin, pouvoir être au top quand même. Parce que du moment où, par exemple, l'Érythrée annonce sa participation au Tour du Rwanda, le Maroc a annoncé, la Côte d'Ivoire a annoncé, et ces pays-là étaient présents sur le Tour du Faso. Le Burkina ne sait pas encore si il va prendre part à cette compétition-là. Et déjà, ça fait un petit... Il y a un manque quelque part. Voilà, il y a un quoi, parce que les cyclistes, eux, ils voudraient avoir un calendrier clair. Voilà, qu'est-ce qu'on fait tout au long de l'année. Et puis, vous savez, les grands prix sur Charles de Gaulle, c'est bien, moi j'aime à le dire, les dimanches on prend du plaisir à voir vraiment de la compétition, les gens sortent massivement pour aller voir, mais je pense qu'il faut repenser un peu ces compétitions-là, parce que les critériums... Ce sont des grands prix, ce sont des partenaires qui veulent de la visibilité qui font ces grands prix-là. Mis à part ces grands prix-là, il faut d'autres compétitions qui nous permettent d'avoir des lignes droites. Oui, bien sûr, c'est ce que je veux dire, voilà, voilà, il faut y aller, parce que c'est en cela que les gens vont découvrir les routes,
c'est en cela que les gens vraiment vont se défoncer pour aller jusqu'à plus de peut-être 40 km/h pour aller jusqu'à... Mais c'est ça. Il y a un élément sur lequel il faut venir. Lorsqu'on regarde le Maroc, tu as gagné ce Tour du Faso. Ce n'est pas venu du hasard, Jérôme. Lorsqu'on rencontre le directeur sportif du Maroc, il vous dit qu'ils ont un centre de formation. Ils ont un centre de formation où ils tirent la plupart de leurs leaders. Mais il faut que ça vienne au Burkina. Aujourd'hui, on est content de voir le jeune Paul. Paul de la SIFA qui est en train de Mathias Sorgo. Quand on va avoir des garçons comme ça, qu'on pourra détecter à 15 ans, 16 ans, qu'on va les mettre dans une structure bien adaptée, vous verrez qu'on aura des coureurs d'une autre dimension. Et c'est cela qu'il faut. Mrouani Saladine n'est pas venu du néant, Modeste l'a dit tout à l'heure dans son reportage. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres coureurs. Hein. C'est pareil pour Benjamin Stoder et autres. Il faut qu'on en arrive là si on veut continuer à régner sur le Tour du Faso. Parce que quoi qu'on dise, le Tour du Faso, c'est le tour qui a 10 étapes, c'est le tour le plus régulier. Et puis c'est le tour qui fait office de référence sur le continent africain. Alors, on va parler d'organisation justement de cette 30e édition-là. Vous qui avez vécu l'épreuve, si vous devez la noter sur 20, vous donnez combien? Vous devez la noter sur 20. Déjà, il y a un des éléments très importants. Le Tour du Faso fait partie des tours qui sont ponctuels. Et la ponctualité, elle est capitale pour déjà un Tour du Faso. On dit 8 heures, généralement 8h, 8h15, on est parti pour le départ. C'est déjà très important. Pour les autres aspects, la logistique et tout, le Tour du Faso est arrivé à se mettre au diapason des exigences de l'Union cycliste internationale. Nous sommes en 2.2. On espère que d'ici là, nous allons aller en 2.1. C'est le souhait des autorités de ce pays-là. Jérôme, je pense qu'on peut noter ce tour-là sans chauvinisme à 16-17 sur 20. 16-17 sur 20. J'aimerais surtout revenir sur quelque chose. Jérôme, vous l'avez constaté avec nous sur tout le tour, il n'y a eu aucune société de téléphonie mobile sur le tour. C'est inadmissible pour un pays comme le Burkina qui a 3 sociétés de téléphonie mobile qui brassent des milliards et des milliards de bénéfices et qui est incapable de venir s'aligner sur un tour du Faso, un tour de référence qui est couvert par près de 78 pays de par le monde. Et on a des multinationales de la téléphonie mobile au Burkina Faso incapables de mettre 50, 100, 200 millions sur un tour de référence. J'en ai pour preuve. Le Crédit Lyonnais, pour ne pas le citer, qui venait au Tour du Faso, qu'il n'y a pas de banque de Crédit Lyonnais au Burkina Faso. Mais ils venaient parce qu'ils étaient le prolongement du Tour de France. Absolument. Mais pourquoi on ne peut pas aligner ces gens de sociétés-là qui brassent beaucoup d'argent? Mais c'est pas normal. C'est pas une question d'approche aussi. C'est pas possible. Oui, Jérôme, avant que Modeste ne parle, M. Francis Ducreux, à qui nous rendons hommage ici, vous pensez que quelqu'un d'autre a une approche plus subtile que Francis Ducreux? Je pense pas. C'est pas possible. Je pense pas parce que ce monsieur, il est tellement habile, il a tellement de subtilité dans sa manière de faire qu'il ne va pas voir les téléphoner et puis les laisser passer. Seulement, ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le Tour du Faso a grandi. A grandi, effectivement, quand on regarde un peu la manière de faire, quand on regarde un peu l'organisation, on sent que les gens se professionnalisent davantage. Et les gens essaient vraiment d'être plus regardants sur un certain nombre d'aspects. Mais pour les téléphonies, bon, je crois qu'il va falloir revoir un peu, parce qu'aujourd'hui au Burkina, le cyclisme, c'est un peu le seul spectacle au monde à ciel ouvert. Tout à fait, on ne paye pas pour aller voir. Donc, pour pouvoir permettre aux organisateurs d'avoir de l'argent, c'est qu'il faut qu'il y ait des sponsors, il faut qu'il y ait des mécènes, des gens qui mettent l'argent dans la poche. Voilà. Donc, je crois que chaque multinationale devrait quand même, parce que c'est un patrimoine national aujourd'hui, chaque société devrait quand même pouvoir mettre la main à la poche pour pouvoir soutenir cet événement-là. Je crois que surtout quand on fait autant de bénéfices. Oui. Et Jérôme, il insiste. Bien sûr, on voit des chiffres, des centaines de milliards de bénéfices. Voilà, vous avez donné un autre cachet à la couverture télévisuelle de ce 30e tour-là. Comment vous avez vécu cette expérience? Ah oui, une expérience extraordinaire, Jérôme. Extraordinaire, je voudrais vous dire merci en tant que chef de service, dire merci au directeur de la télévision, dire merci à la directrice générale de la radiodiffusion télévision du Burkina qui a fait des pieds et des mains pour que ce projet... Je vais dire que c'est un miracle. Voilà, pour que ce projet-là puisse avoir lieu, dire merci à toute l'équipe. Toute l'équipe technique réunie autour de Joseph Ouédraogo et de Victorien et Kini, tous les uns et les autres, chacun a travaillé de sa manière, Jérôme, pour que ce projet-là puisse avoir lieu. C'est une expérience inédite, avec ces insuffisances naturellement. Les téléspectateurs nous en excuseront parce qu'il y a eu sans doute des insuffisances constatées. 6 directs, c'est une première au Burkina Faso sur ce tour du Faso, des directs à l'arrivée.
On espère qu'on nous sommes arrivés à vous satisfaire surtout. Nous sommes arrivés à vous inoculer un peu cette passion-là que nous avions sur ce Tour du Faso. Modeste est là. On va saluer aussi Christiane Dabré-Paré qui se repose tranquillement chez elle là, à la maison. Elle aussi, elle a donné le meilleur d'elle-même. D'accord. Messieurs, bravo à tous et on va tirer les enseignements pour la suite. Bravo à vous aussi. Et je vous laisse aller vous reposer. C'est très important. Pour bien mériter. Moi, je suis encore là. D'accord. Donc, on va parler à présent de football et de la 4e journée du championnat national de football de première division, disputée le week-end écoulé, samedi notamment. Le RCB tient toujours la tête grâce à sa victoire étriquée 1-0 sur Aïmo au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Hassan Gourabou et Adembo Tamboura pour le reportage. Avant cette confrontation, le Racing Club de Bobo ce soir, tout de blanc vêtu, est leader du championnat après 3 journées. Le Raïmo FC lui semble à la recherche de ses marques, toujours pas la moindre victoire. C'est alors gonflé à bloc que le RCB entame la partie. Lat Joseph Déby et Hassemi Sansanda mettent le feu dans la défense adverse. Un bastion défensif que les Tigres finissent par perforer après la demi-heure de jeu. Centre judicieux de Hassami Sansanda. Cette fois, Lat Joseph Déby est plus chanceux. Le Racing mène 1-0 à la pause. Le Raymond FC passe à la vitesse supérieure en seconde période. Maudit Sissi, entré en cours de jeu, secoue sérieusement la tanière de Feulin. Le portier Didonessa Traoré, qui s'affirme au fil du temps, fait échec aux multiples tentatives des pensionnaires du centre sportif Nogabe Drago. Le RFC s'incline 0-1. Voilà une sensation au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou où Salitas a contraint l'Asfa Yenenga à plier les Chines 1-0 samedi en deuxième opposition. Dans la première rencontre, le RCK, champion en titre, et l'USFA ont fait jeu égal 0-8 partout. Konsoun Koulibaly et Abdoulaye Kaboré pour le résumé des deux confrontations. Du spectacle au stade Youssouf Joseph Konambo, les académiciens des Salitas font étalage de leur bagage technique. On aurait pensé aux académiciens de la SEC Mimous, Sifcom, version Yaya Touré, Jos, Zezeto. Abbas Oula Traoré, Ismaël Lengani vont être stoppés juste dans leurs élans par un délestage. 30 minutes dans le noir. Enfin la lumière. Et le jeu reprend. L'Asfa Yenenga de Zidane Zungrana est acculé. Salitas met la pression. Ce qui laisse entrevoir cette domination orange se réalise. Suite à un jeu léché qui laisse pantois la défense asfazienne, Ben Abou Ouattara ouvre le score à la 31e minute. Un but d'anthologie. Le président des Salitas, le colonel Yacouba Ouedraogo, ne suivra pas le reste de la partie. Il lui aurait été demandé de quitter le stade. Le score à la pause est d'1-0 pour Salitas. À la reprise, l'Asfa Yenenga procède à des changements. Le club hors revers parvient à dominer son adversaire sur quelques phases de jeu. Les protégés de Malik Jabi passent à quelques précisions près d'égaliser. Mais Ouzaïfa Compaoré, entré en cours de partie, est maladroit. Les poulains de Zakaria Zeba, conduits par Draman Salou, Youssouf Barou, ont failli marquer un second but. Le score, lui, finalement, reste inchangé au terme du jeu. Nous avons préparé cette rencontre comme les autres, depuis le début du championnat. C'est le même travail. Je pense que c'est l'abnégation et la discipline des jeunes sur le terrain qui nous a valu cette victoire. Ça vient de commencer à former une équipe. Tu ne peux pas du coup démarrer avec ça. Il faut ça. C'est avec ça là on va apprendre, là où on va tacler, là où on va cirer, là où on va enlever. En première heure, il a été donné à 2 gros morceaux du Faso Foot de se mesurer. Le Rail Club du Kadiogo, qui cherche tout de suite à se mettre à l'abri, propose un jeu qui est contré par les poulains de Mousso Ouedraogo Mourino. Le jeu est tactique de chaque côté. L'on se méfie de l'autre, car il faut à tout prix éviter la défaite. Le Rail Club se montre maladroit sur cette action.
Salam Karambega de l'USFA hérite d'une occasion de but, mais hélas, il rate le coach. 0-0 à la pause. À la reprise, les deux équipes se jettent dans le match. Salam Karambega, comme en première période, s'illustre maladroitement devant le portier d'un Faucon Abouaka Sawadogo. L'arbitre central Daouda Traoré met fin aux différentes velléités. Score final 0-0. J'ai joué contre un grand frère qui est trop tactique et trop calculateur dans sa façon de jouer, même dans son remplacement. Et je pense que ces jeunes-ci, on puisse quand même s'adapter au rythme de jeu du RCK. C'est bien, c'est à tirer le chapeau parce que le début du championnat est très difficile pour nous. Nous avons les 5 premières journées, rien que des derbies. Bon, c'est notre sort aussi comme ça, on s'adapte. Les gens pensent que le 1 point c'est compliqué, mais même si on avait la possibilité d'avoir 3 points, je pense que c'est toujours du plaisir que je retrouve en jouant contre un coach avec lequel vous apprenez. Nous n'avons pas joué dans notre registre. C'était comme si on était pressé, en tout cas, d'aller marquer le but. Et ça nous a amené à sauter les lignes. Ça ne nous a pas facilité la tâche. Surtout qu'on n'était pas très présent dans les seconds ballons. Ça nous a posé beaucoup de difficultés. Mais je pense que nous n'avons pas vraiment récupéré, en tout cas de notre ébauche d'énergie du mercredi. Parce que ces garçons-là n'ont pas eu la préparation d'avant-saison qui sied. Donc ce qui fait que on savait qu'on allait plonger physiquement, surtout dans le dernier quart d'heure. Bon, mais c'est ça aussi le foot. Le Rail Club du Kadiogo de Kamou-Malo, champion en titre, devra montrer mieux pour se hisser à la tête du championnat qui s'annonce très disputé. À Saponé, Majestic n'a pas trouvé les arguments pour contrarier la SFB. Les deux formations sont quittées 0-0. C'était en présence de Gérard Somé et Mahamadi Wena. Pas de troisième victoire à la suite pour le Majestic Sporting Club à domicile. Après les victoires devant l'Asfa Yenenga et Bobo Sport, le Majestic n'a pas réussi la même performance face à la SFB. Dans l'incapacité de bien poser le jeu sur l'un des terrains les plus difficiles de la 2-1, Majestic SC est obligé d'adopter un jeu plus athlétique. Et dans cette configuration, la SFB semblait être la plus à l'aise. C'est d'ailleurs les jaunes et noirs qui se créent la plus grosse occasion de la première période sur cette action de la 36e minute. La réponse de Majestic est timide, même si les blancs et noirs mettent le feu dans la défense adverse à la 39e minute. Le score restera 2-0 partout à la pause. À la reprise, la SFB est encore la première à se créer une belle opportunité d'ouvrir le score. Hélas, pas de but pour les visiteurs sur cette offensive de la 56e minute. Le Majestic SC reste tout de même dominateur, surtout dans le dernier quart d'heure. À la 87e minute, Kader Kobré d'une claquette sauve la cage jaune et noire. Sur le corner qui a suivi, le Majestic va réclamer en vain une faute de main dans la surface de réparation. Majestic SC et ASFB se quittent alors sur ce score nul et blanc de 0 partout au coup de sifflet final de l'abbé central Roger Rwamba. Avoir perdu 11 joueurs, et si on arrive à ne pas perdre déjà, ça veut dire qu'il y a un acquis. Et on va prendre ça et essayer de préparer un peu d'avenir. Je pense que ce soir, on a vu une équipe assez battante, assez déterminée. Ça doit être notre mot de l'année, la détermination et la volonté. Parce qu'on a perdu énormément de joueurs en reconstruction. Donc il ne faut pas tout de suite croire que ça va être facile. Et on est tombé sur une équipe joueuse. Malheureusement, le terrain a fait qu'elle n'a pas pu dérouler. Le point, c'est la bienvenue parce qu'après une défaite comme ça, on est sonné mentalement. Et surtout que la semaine était très difficile pour nous. Et on n'a fait que 2 séances de régénération parce qu'on a fait un long voyage à Bobo. Et au retour encore, on est revenu. Je sentais que les jambes étaient lourdes. Et donc l'adversaire outil était bien préparé pour venir nous contrer physiquement. Le match a été très dur physiquement. Donc il fallait aussi lever au niveau du mental. Ça n'a pas été un match technique comme ça. Et ça a été un match très physique et haché. Un point de prix pour chacun, avec désormais 7 points après 4 journées et 5e au classement. Le Majestic SC s'évite pour le moment cauchemardesque comme ce fut le cas l'année dernière.
Score nul également entre deux formations qui n'ont pas encore goûté au bonheur d'une victoire cette saison. L'AS Police 2 nuls, autant de défaites, et l'USO 4 matchs nuls d'affilée. Césaire Carrefour et Mariam Ouattara ont assisté à ce nul d'un but partout entre policiers et unionistes de l'Arlé sur le terrain de l'USFA. Leur reportage porte la voix de Abdoulaye Kabouré. La première victoire de l'Union sportive de Ouagadougou se fait toujours attendre, même si elle reste invaincue après 4 journées. Pourtant, pour ce match contre l'AS Police, la consigne du coach Théian était des plus claires. Ça fait plaisir de jouer à fond et puis on repart avec la victoire. Cette victoire, les unionistes y ont cru pendant un court instant. Après une première période pauvre en occasion et les mises au point de coach à la pause, le match reprend sur les chapeaux de roue. On joue la 69e minute lorsque Stéphane Bandé, entré en cours de jeu, se fait accrocher dans la surface de réparation adverse. Et sans hésiter, Aboubakar Ouattara, l'arbitre central, désigne le point de pénalty. Le même Stéphane Bandé se charge de le transformer. 1-0 pour les unionistes. Mais la joie est de courte durée car une minute plus tard, Yembaoudo Nadiga se charge d'effacer le sourire des Rouges en remettant les pendules à l'heure, un but partout. Il n'en fallait pas plus pour que le match s'emballe davantage. Les occasions s'enchaînent, mais le score ne changera pas. Un point bon à prendre pour les policiers. C'est vrai que nous sommes sur 4 matchs avec 2 nuls, 2 défaites, mais je me dis que les 2 derniers matchs que nous avons eu à livrer, on sent l'AS Police revenir, donc je pense que les journées à venir, on sera encore meilleur. Du côté de l'Union sportive de Ouagadougou, par contre, la pilule passe difficilement. À chaud comme ça, je ne peux pas trop décortiquer. Je vais le faire à froid. Mais à froid, non, on ne sera pas là. Non, mais vous allez revenir après. Après, ce sera quand? La journée prochaine. La semaine prochaine. La journée prochaine. Voilà. La journée prochaine, ce match sera déjà passé. Oui, mais on va revenir là-dessus. C'est l'histoire. L'histoire, c'est le commencement. Tout n'a pourtant pas été mauvais cette journée, car à défaut de la victoire, l'USO peut au moins se féliciter d'avoir débloqué son compteur but de la saison. La belle opération de cette 4e journée est réalisée par Bobo Sport qui fait un bond de la 16e à la 10e place grâce à sa victoire sans appel 4-1 devant le Santos FC sur le terrain du RCB. L'USCO a contraint l'Étoile filante de Ouagadougou au partage des points, un but partout à Banfora. Au stade Omnisport Sangoulé-La-Misana, la GEB et l'AS Sonabel se neutralisent 0-0. Avec 10 points, une petite différence de but départage le RCB premier et Salitas deuxième. Le Rail Club du Kadiogo et l'USCO sont 3e avec 8 points. Majestic est 5e avec 7 points plus 1. 6e l'AS Sonabel et l'USFA 6 points plus 1. 8e ASFB 5 points plus 1. 9e USO 4 points. 4 points également pour Bobo Sport avec moins 1 en goal différentiel, donc 10e. Raimo FC 11e avec 3 points moins 1. La GEB, l'EFO et l'AS Police sont 12e avec 2 points moins 2. L'Asfa Nenga dans le rouge, 2 points moins 3, 15e donc. Santos FC, l'antenne rouge avec 1 point moins 7. Et pour décrypter cette 4e journée, je reçois Kalfa Ouattara, bonsoir. Oui, bonsoir Jérôme. Alors, vous avez regardé un peu cette 4e journée, les différentes oppositions. Alors, les bonnes opérations sont signées RCB, Salitas et Bobo Sport. Oui, tout à fait, il faut le dire, parce que le nouveau promis fait sensation. Hein, et en tout cas, cette première partie du championnat national de football de première division, Salitas qui a déjà 3 victoires et 1 nul. Et c'est vrai, le club est devancé par le Racing Club de Bobo Dioulasso dans une différence de but, mais il faut noter que... Plus 5 pour RCB et plus 4 pour Salitas. Mais quand on fait une comparaison entre les deux équipes, il faut noter que pour des victoires à l'extérieur, Salitas en compte 3 et contre 2 pour le Racing Club de Bobo Dioulasso. Il en est de même pour des buts marqués à l'extérieur. 5 buts marqués par Salitas à l'extérieur contre 4 pour le Racing Club de Bobo. C'est dit que c'est une équipe de Salitas qui est très enviable. Surtout qui propose du jeu. Oui, qui propose du jeu. Et qui, dans le reportage de Abdoulaye Kabouré. Pour une équipe, un centre de formation, une académie, c'est dire que bon, quand même, on peut s'attendre à ce que, en tout cas, l'équipe arrive à montrer un bon visage. 0 but encaissé par les 2 clubs pour l'instant, pour ce qui est des 2 clubs à l'extérieur. Et c'est dire que
à domicile du moins, un but encaissé par chacun des deux clubs. C'est dit que, en tout cas, Salitas monte un bon visage, de même que le Racing Club de Bobo-Dioulasso. A contrario, hein, Jérôme, il faut noter que pour ce qui est de l'ASFA et de l'EFO... Alors, avant de parler de ces clubs qui sont dans le creux de la vague, parlons d'un incident qui a émaillé quand même cette rencontre Salitas-ASFA Enenga. Alors, le colonel Yak qui a été expulsé des tribunes. Oui, c'est ce qu'on aurait appris hein, par notre reporter Blay et Kaboré, et de même dans la presse sportive. Nous pensons que c'est un incident regrettable parce que c'est vrai que les choses ne sont pas passées de façon malo-militari pour que, bon, vraiment on a une chose. Mais nous pensons que il fallait quand même prendre la mesure en amont. Parce que si l'intéressé est interdit des stades, il faut le faire savoir et prendre les dispositions pour qu'il n'ait même pas accès au stade. Parce que comme ça, tel que ça s'est produit, nous pensons que ce n'est pas de nature à cette réconciliation qui a été prônée pendant la nuit oui, mais la réconciliation c'était entre deux individus. Oui, entre deux individus, il faut le dire, entre deux colonels de l'armée burkinabé. Et on le dit, mais si la mesure existe toujours, nous ne comprenons pas pourquoi l'intéressé a pu assister au match précédent de Salitas. Parce que c'est ce qu'on a constaté. Et deuxièmement, si la mesure est toujours d'actualité, il faut le faire notifier et la faire respecter. C'est-à-dire qu'on empêche l'intéressé d'être au stade, au lieu que l'intéressé rentre et on le fait sortir. Nous pensons que ce n'est pas intéressant. Et surtout quand on nous fait comprendre que le SG a dit qu'il a reçu des instructions, nous pensons qu'il est chargé quand même de l'application des textes au niveau de la fédération. Et si les textes sont là, il faut simplement les appliquer, Jérôme. Et cette affirmation, c'est encore à vérifier, hein? Tout à fait, ça a vérifié. C'est ce qui est rapporté en tout cas par les différents confrères, parce que je ne crois pas que quelqu'un ait été témoin privilégié de cette expulsion. Alors, on va souhaiter donc que les choses se passent bien à l'avenir. Alors, donc, vous aviez commencé à parler... Oui, on a parlé des bons points, on va parler aussi des mauvais élèves. Les mauvais élèves, parce que actuellement, en tout cas dans la capitale, les deux mauvais élèves, c'est sans conteste l'Étoile Finlande de Ouagadougou et l'ASFA Enenga. Les deux supposés grands. Oui, supposés grands, parce que c'est les deux clubs les plus titrés du championnat national de football de première division au Burkina Faso. Et à la quatrième journée, en tout cas, les deux clubs continuent leur chemin de croix. Et à la quatrième journée, l'Étoile est classée 13e. L'Étoile est à la recherche toujours d'une victoire. L'ASFA Enenga, elle est relégable. Elle est 15e. C'est dit que si le championnat, en tout cas, restait là, l'Étoile et l'ASFA Enenga, du moins, en tout cas, joueraient en division inférieure. Mais Jérôme, quand on compare les résultats de ces deux clubs avec la saison écoulée, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de nouveau sous le ciel de ces deux clubs. Parce que l'EFO, l'année passée, était 14e avec 2 nuls et 2 défaites. L'ASFA Enenga était 12e avec 3 points, une victoire. C'est dire qu'en tout cas, pour le moment, il n'y a rien à montrer, même si l'EFO a montré une bonne fête de saison, très, en tout cas, palpitante, et une pré-saison prometteuse avec 2 coupes à la clé. Alors, et Raimo, AGEB, AS Police, quand même, qui ont joué les premiers rôles la saison écoulée et qui aujourd'hui sont en train de patauger. Oui, ils sont en train de patauger. Ils sont parmi les mauvais élèves de ce début de championnat parce que, toujours en faisant des comparaisons, on se rend compte que Raimo, l'année passée, était 2e. Cette année, à cette période du championnat, Raimo est 11e. C'est dit toute la différence, tout l'écart qu'il y a entre, en tout cas, cette saison vraiment palpitante, cette saison que les observateurs ont vraiment apprécié du côté de Raimo FC. Et cette année, c'est un club qui se cherche avec un nouveau coach et un certain Portugais. Mais pour le moment, en tout cas, les résultats ne viennent pas. L'AGEB aussi, c'est la même chose. Le club était 3e l'année passée. Cette année, le club est 12e. Ça veut dire qu'il faut revoir un certain nombre de choses au niveau de ces deux clubs. Et Jérôme, je voulais en tout cas terminer en donnant un bon point à l'ISCO de Banfora parce qu'il faut dire que c'est un bon début pour Arsène Soulama. Qui s'est battu jusqu'à la dernière journée pour se maintenir. Il démarre fort. Il démarre très fort et Arsène en tout cas dit à qui veut l'entendre que l'ISCO ne prétend pas voler haut, ne prétend pas voler aussi haut que les aigles du Faso Foot, mais l'ISCO va tout faire pour éviter de nager comme des canards. Et l'ISCO en tout cas entame bien la saison et l'ISCO montre en tout cas que cette année, elle ne veut pas en tout cas jouer rien que pour
le maintien en première division. Et vous devez être quand même content. Oui, quelque part. Parce que vous êtes un fervent supporter de l'US Comoé. Merci d'être passé sur ce plateau pour ces éclairages. Et Kassoum Ouedraogo Zico Academy Football qui évolue cette année en D2 est à la recherche de sa première victoire de la saison. Pour la 3e journée disputée ce week-end, COSAF n'a pu faire mieux qu'un résultat nul de 2 buts partout devant l'AS Tema Bokin dans la poule A sur le terrain René Monori, Urbain Benito Somé et Kalfa Ouattara. Pour un match qui devrait se jouer au stade Issoufou Joseph Konombo, c'est avec beaucoup de retard que nous retrouvons l'opposition COSAF Tema Bokin sur le terrain René Monori. La faute à une ligue dite professionnelle qui reprogramme les matchs sans prendre le soin de nous en informer. Qu'à cela ne tienne, COSAF Tema Bokin a été d'une belle facture. La dextérité de notre caméraman nous a permis d'apprécier l'excellent travail d'Alidou Belemou qui décale Alexis Konkobo. Sans trembler, l'attaquant de Tema Bokin ouvre le score. Tema Bokin 1, COSAF 0. COSAF est obligé de courir après le score. Kassoum Ouedraogo Zico Academy Football Club met la pression. Inquiète le portier Assami Nikema. Tema Bokin finit par céder. Océane Madou est passé par là. Un but partout. C'est le score à la pause. 44 secondes après la reprise, Tema Bokin reprend l'avantage. Une passe en retrait est fatale aux académiciens. Clément Petroipa ne se fait pas prier. Il bat le portier de COSAF. 2 buts à 1 pour les visiteurs. COSAF tente le tout pour le tout, mais l'efficacité n'est pas au bout. 85e minute, Assami Nikema commet une grosse faute de main. Derrière, il reste couché alors que le jeu se poursuit. COSAF en profite pour égaliser. 2 buts partout, c'est le score final. Et je crois avec tout ce qu'on a traversé l'année passée, il était temps aussi qu'on fasse un nettoyage tranquille au nom de notre équipe. Parce que quand vous regardez cette année, on a carrément un nouveau groupe. C'est la 2e promotion qui fait son entame pour la 2e division. Je pense qu'on a le temps pour se construire. Ce n'est pas une obligation. Et qu'on monte en première division, non. 3e nul d'affilée pour l'AS Tema Bokin qui évolue cette saison dans la poule A. C'est une poule là où nous, on ne connaissait pas. C'est notre première fois de découvrir la poule A. Donc c'est ça qui fait que, bon, notre problème pour le moment. Sinon, la poule B, on connaissait déjà l'adversaire encore comme un jour. Mais la poule A, nous sommes de nouveau. Donc c'est ça qui complique notre tâche. Donc on a tout fait pour retenir les tenants du club qui sont là. Je peux dire que les pulpas, bon, ils sont là, donc voilà pourquoi notre point fort, c'est par rapport à ça. Et maintenant, on a fait les retouches. Et par rapport au financement, les PCA n'hésitent pas, parce que c'est quelqu'un qui aime les résultats. Lorsqu'il y a les résultats seulement, il n'hésite pas. Lui, son objectif, que le Tema Bokin soit en 2-1. Le marathon s'annonce long et difficile. Et la route semée d'embûches. Mais à l'AS Tema Bokin, on croit dur comme fer que la montée est possible. Voilà, Bertrand Traoré se porte bien. Il a participé au Festival de Lyon devant Saint-Etienne en Ligue 1. En Angleterre, Manchester City écrase Arsenal. Chelsea suit le rythme. En Serie A, Naples freine et sans la menace de la vieille dame. On commence le tour des stades par le Santiago Bernabéu où le Real Madrid s'est mis en confiance en dominant Las Palmas 3-0. Face à Las Palmas, le Real Madrid se rassure mais a dû s'employer. Il faut attendre la 41e minute et cette tête décroisée de Casemiro pour que le Real ouvre le score. En deuxième période, Madrid est plus tranchant et Marco Asensio d'une demi-volée surpuissante trouve la lucarne. 2-0 pour le Real. Isco sur une passe décisive de Cristiano Ronaldo triple la mise. Grâce à cette victoire, le Real Madrid remonte à la 3e place, à 8 points du Barça. En première ligue, s'il y a bien une équipe qui est intouchable en ce moment, c'est Manchester City. Face à Arsenal, le choc a tourné court. De Bruyne ouvre la marque, puis Agüero double la mise.
Lacazette redonne espoir à Arsenal, mais 10 minutes plus tard, Gabriel Jesus enfonce les Gunners. 15e victoire d'affilée, toute compétition confondue pour City, qui creuse l'écart en tête sur son voisin mancunien, battu par Chelsea. Alvaro Morata inscrit le seul but de la rencontre pour les Blues. L'Italie est le leader Naples qui coince. Malgré de nombreuses occasions, le Napoli n'a pu faire que match nul 0-0 face au Chievo Vérone. Un faux pas qui profite à la Juventus Turin. C'est pourtant le promu Benevento qui ouvre le score sur coup franc. Les Bianconeri courent alors après le score, mais Blaise Matuidi, c'est Higuaín qui égalise. À la 66e minute, sur un centre d'Alexandro, Cuadrado signe le but de la victoire pour la Juve, qui revient à une longueur du leader Naples. L'action se développe jusqu'à Memphis Depay et le Néerlandais dans la surface de réparation qui réussit à glisser le ballon entre les jambes de Ronald Pierre-Gabriel. Il bat Stéphane Ruffier, 1-0 pour Lyon après 11 minutes. Et Lyon qui continue à aller de l'avant avec Nabil Fekir qui traverse la moitié du terrain pour aller inscrire un superbe but, celui du 2-0, 26e minute. Lyon mène. Nouvelle action bien amenée avec ce centre vers Mariano Diaz. La 58e minute, 3-0 pour Lyon. Nouvelle contre-attaque avec Mariano qui va essayer d'emmener le ballon le plus loin. Il peut donner à Bertrand Traoré un crochet de l'international burkinabé pour se mettre sur son meilleur pied, le gauche. Et Bertrand Traoré qui ajuste Stéphane Ruffier, 4-0 à la 65e minute. Et un troisième but cette saison pour Traoré. Et j'en connais un qui vient sur ce plateau avec le sourire. Jean-Modeste Ouedraogo, de retour sur ce plateau. Alors, Bertrand, on le voit ces derniers temps. Et Bertrand monte. Est-ce que Bertrand peut prendre le pouvoir à l'OL? Oui, Bertrand peut prendre le pouvoir à l'OL, mais je pense plutôt que le pouvoir est déjà pris par un certain nombre de joueurs, surtout les joueurs de l'attaque. Les joueurs marquent, l'attaque, oui, Fekir Mariano. Et puis Mariano, Depay. Et je pense que c'est déjà une bonne nouvelle pour Lyon. Et Bertrand a besoin de grandir avec ses garçons. Il apprend beaucoup et il évolue beaucoup. Mais il faut dire que la position qu'il préfère le plus, c'est dans l'axe. Mais déjà, l'axe est occupé par Mariano. Et la dernière fois, on l'a vu dans l'axe. Oui, en Europa, et ça a marché. Actuellement, à droite, il n'est pas du tout mal. Il essaie d'apporter la percussion. Il ressort les balles proprement. Je crois que c'est une qualité recherchée aussi par certains clubs. Je crois qu'il grandit tout doucement. L'essentiel, qu'il arrive à marquer aussi des buts et à marquer surtout des buts importants pour permettre à Lyon de pouvoir progresser. Alors, on va voir d'autres joueurs. Oui, effectivement, toujours en France, Nantes contre Toulouse, c'était le face-à-face entre Préjus Nakoulma, l'attaquant des Étalons, et le défenseur des Étalons également, Steve Yago. Les deux étaient titulaires, un duel qui a tourné à l'avantage de Préjus Nakoulma. Score 2-1 pour Nantes. Nakoulma, lui, est sorti à la 94e minute, puisque Steve Yago, lui, est resté sur la pelouse durant toute la rencontre. Et puis Strasbourg du général Bako n'a pas connu la même réussite, puisque les Strasbourgeois ont été battus sur le score de 3-0. Et en Ligue 2, on descend d'un cran. Et donc, pour dire que Cyril Bayala et Lens font jeu égal, à Nancy, un but partout. Si l'attaquant burkinabé côté Lens a joué 90 minutes, ce n'est pas le cas pour un autre attaquant des Étalons, Anthony Koura, qui lui est resté sur le banc. En national, Alassane Sango, lui également resté sur le banc, est entré à la 88e minute finalement pour la victoire. Sango convoqué par Duarte. Par Duarte, voilà. Et donc, victoire de Cholet, 2-1 devant les Herbiers. Et puis en Belgique, on va parler d'un garçon qui cartonne très fort. Si je vous dis qui est le meilleur buteur du championnat belge? Bandé. Bourema Hassan Bandé. Incroyable mais vrai. Ce garçon est en train de, on va dire, il est en train de défrayer la chronique actuellement du côté de la Belgique, puisqu'on ne l'y attendait pas du tout. Un garçon qui quitte la D2 au Burkina, plus précisément à Salitas. Et puis il se retrouve en première division belge et il cartonne fort pour 3 mois déjà, on va dire, 3 mois qu'il est donc, dans le club du FC Maligne. Il cartonne fort puisque Bourema Hassan Bandé a marqué son 8e but en championnat et en 10 matchs. Et il prend donc la tête au classement des buteurs. C'est à la 68e minute qu'il inscrit donc ce but. Et ce garçon a été convoqué également par Paulo Duarte. Et puis en Russie, on va parler de Krasnodar, de Charles Caboret, qui s'impose 3-1 devant Toshno. Le milieu de terrain burkinabé, Charles Caboret, titulaire, a joué pendant 90
10 minutes. Et puis en Égypte, 8e journée, très rapidement, Al-Mkaouloun contre Al-Dakhla. Dakhla où évolue un certain Seydou Semporé, ancien latéral droit du RCK. Aujourd'hui, il a été transformé en milieu de terrain et il prend du plaisir. Le défenseur latéral droit reconverti donc a permis à son club d'éviter la défaite. Il inscrit, il légalise pour Al-Dakhla un but partout. Et puis toujours en Égypte, 8e journée. Eric Traoré, ça vous dit quelque chose? Ce garçon qui a évolué, Luso, finalement, qui donc ouvre lui aussi le score pour Al-Makassa. Et victoire finalement de Al-Makassa, 2-0 face à Smoa d'un certain, sinon des deux Burkinabés, Patrick Malo et Banou Diawara. Et puis pour finir, et ça c'est une très bonne nouvelle, et j'aurais dû commencer par cette nouvelle, c'est le Burkinabé Mohamed Ouattara, ancien capitaine et défenseur de l'Étoile filante de Ouagadougou, qui remporte la Ligue des champions africaine avec le WAC, le Wydad Athletic Club, en battant donc le Al-Ali sur le score d'1-0 au Makale. C'était un but partout en Égypte et le retour 1-0. Le Burkinabé, si en tout cas les statistiques sont assez bonnes, est le premier à remporter la Ligue des champions africaine. Et bravo à Mohamed Ouattara, convoqué lui également avec Paulo Duarte. Alors, merci à vous, Jean-Modeste Ouedraogo. Enfin, les finales des championnats nationaux de basketball saison 2016-2017. Ce dimanche, le Palais des Sports Ouaga 2000 a abrité 4 matchs, dont 3 finales. Et l'on retiendra que le RCK se succède à lui-même en senior homme en battant l'AS Sonabel 67-63. Chez les dames, l'AS Douane a pris le dessus sur BAC Vision Future 53-50. Le résumé des 2 finales avec Daouda Ouattara et Salif Ouedraogo. 3 finales ont tenu le public en haleine. BAC Vision Future contre l'AS Douane en senior dame. Une finale âprement disputée. Le premier carton est très serré. Score 11-10 pour l'AS Douane. Mais au deuxième carton, BAC Vision Future montre un autre visage et l'enlève par 23-27. Les douanières, grâce à leur adresse, gèrent mieux le 3e carton et finissent par remporter le gain du match à l'issue du 4e carton par 53-50. C'est vraiment quelques secondes et c'était le physique. On a maintenu et puis Dieu merci, on a gagné. La différence a été faite depuis le départ. C'est-à-dire que vers la fin, BAC est revenu. Mais il fallait puiser dans les dernières énergies pour pouvoir tenir le coup. On a eu un championnat très long, donc il y a eu un long repos. Et les filles ne s'entraînaient pratiquement plus. C'est à la dernière minute que les unes et les autres ont commencé maintenant à sortir pour qu'on puisse s'entraîner. Donc raison pour laquelle le niveau est encore bas. Chez les messieurs, le match RCK AS Sonabel, le plus attendu, a été à la hauteur des espérances des inconditionnels de la balle au panier. Choc des gladiateurs dans lequel les faux conversions basketball sortent vainqueurs. Score final 67-63. Quand on arrive à achever ce qu'on a commencé, c'est déjà une source de satisfaction. Voilà. Donc, comme vous avez dû le remarquer, depuis 1-2 semaines, on essaie de terminer le championnat que nous avons commencé un peu tard, afin de pouvoir relancer les choses pour la saison prochaine. Donc, je pense que la fédération en elle-même est très satisfaite du déroulement du championnat. Je pense qu'au plus tard en janvier, la nouvelle saison va commencer. Au plus tard. Plus tôt dans la soirée, l'AS Sonabi avait dominé le RCB en match de classement senior messieurs par 80-45. La D2 était également à l'honneur. L'Université Club de Ouagadougou ICO et l'AS Macadam se sont disputés la montée dans l'élite. Dans cette bataille, les universitaires compostent leur ticket pour la D1 par 66-34. Il faut respecter l'adversaire du jour, ils se sont bien battus. Ils nous ont posé quelques problèmes, c'est vrai, mais il faut dire que nous aussi on était préparés. Une scène rare et romantique. L'arbitre Charles Luanga Ouedraogo a profité de l'occasion pour demander en mariage Jocelyne Ouedraogo, ancienne basketteuse, devant le public. Voilà, Kalfa, vous êtes toujours sur ce plateau.
le championnat de basket, l'une des grandes disciplines de l'échiquier sportif du Burkina, qui vient de finir son championnat alors que ailleurs, la saison 2017-2018 a commencé. Oui, nous, contrairement en tout cas à Joachim Baki qui se satisfait de la tenue de ce championnat, je pense qu'il faut attirer l'attention quand même de la fédération burkinabé de basketball sur le retard récurrent que l'on constate ces dernières années par rapport à la tenue du championnat national de basketball, parce que, comme vous le disiez, Jérôme, le basket c'est une discipline phare. Le basket, on a connu par le passé, c'est une des disciplines qui mobilise le public burkinabé. Mais ces 2 dernières années, ou du moins, quand on regarde en tout cas par derrière, il y a des difficultés à pouvoir tenir le championnat en bonne date. Et l'année surpassée, c'était en janvier que on a fini le championnat. Cette année, c'est pratiquement en novembre qu'on finit le championnat. Le président promet que les choses vont commencer en janvier. C'était la même promesse l'année passée, mais malheureusement, les choses sont toujours en état. Et je crois que c'est une situation en tout cas qui n'arrange pas en tout cas le développement de la discipline et qui montre qu'il n'y a pas de sérénité au niveau de cette fédération. Et quand on prend même l'organisation des finales hier, je pense que quand même soumettre des gens à des matchs et pratiquement de 15h à 1h du matin, 2h du matin, je crois que c'est quand même, c'est pas une bonne programmation. Le match est phare du RCK et c'était autour de 23h. Nos reporters y étaient toute la soirée sans même un bidon d'eau pour boire. Je crois que c'est pas comme ça que l'on peut amener en tout cas à ce que le basket se développe au Burkina Faso. Et nous tenons en tout cas à attirer l'attention des autorités en charge du basketball burkinabé pour dire que en tout cas le basket est en train de plonger et il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Merci à vous, Kalfa Ouattara. L'AS Sonabel en dames et l'étoile filante de Ouagadougou en hommes sont les vainqueurs de la première édition de la Coupe du directeur général des impôts, jouée samedi sur le terrain de la fédération. Et là, on parle de volleyball. L'AS Sonabel a battu l'AS Douane 3-7-2. Et même score pour l'étoile filante de Ouagadougou dépend de l'AS Sonapost. 2 oppositions que Moussa Ouedraogo et Daba Kini vous racontent. L'AS Sonabel Dame surprend. L'étoile filante de Ouagadougou chez les hommes confirme. Les finales de la première édition de la Coupe du directeur général des impôts ont été âprement disputées. Les électriciennes de Ouagadougou ont déjoué les pronostics en battant leur rival de tous les temps, les dames de l'AS Douane 3-7-2. L'AS Sonabel, qui a mené 2-7-0, a été rejoint au score 2-7 partout par l'AS Douane. Il a fallu donc recourir au tie-break pour départager les 2 équipes. Et c'est la Sonabel, plus entreprenante, qui l'emporte 15-10 au bonheur de toute la famille Sonabel. Chez les hommes, les fois et l'AS Sonapost se sont dominés tour à tour avant de se départager au set décisif enlevé par les stylistes, champions de la saison 15-11. Score final 3-7-2 pour l'étoile filante de Ouagadougou. Pour les organisateurs, cette coupe est un plus pour les équipes qui ont vécu une saison bien pleine. Les athlètes, les clubs le reconnaissent déjà. C'est-à-dire que c'est une année exceptionnelle. Vous savez qu'habituellement on finit en juillet, mais cette année on est jusqu'en novembre. Il n'y a que ça pour faire élever notre niveau. Le donateur, lui, se dit satisfait du niveau d'ensemble. Très satisfait de la qualité des matchs que nous avons vus. Des matchs bien disputés, des matchs bien enlevés, des acteurs très impliqués. En tout cas, nous avons passé de très bons moments de sport, de très bons moments de volleyball que nous encourageons toujours. Et nous pensons également que ça a été l'occasion pour nous, Direction générale des impôts, de faire passer des messages sur ce que c'est que l'impôt. Je pense que quelques-uns ici ont su ce que c'est que maintenant la taxe de résidence, ce que c'est qu'un lotissement, ce que c'est qu'une facture normalisée, etc. Les prix, 250 000 francs CFA, un jeu de maillot et un trophée pour les vainqueurs, les Sonabel et les Fous. 200 000 francs CFA, un jeu de maillot pour les deuxièmes, l'AS Douane et l'AS Sonapost. 150 000 francs CFA, un jeu de maillot pour les troisièmes, l'ACE et l'USFA. Et 100 000 francs CFA pour les quatrièmes, l'USFA et l'AS Police.
Un tournoi de lutte en gestation dans la région des Hauts-Bassins. À partir du 18 novembre prochain, il va falloir compter avec le Toluca, un tournoi imaginé par la Ligue régionale des Hauts-Bassins pour redonner des couleurs à la discipline dans cette partie du Burkina. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse à Bobo. Plus de détails avec Yaya Dembo Tamboura. La lutte traditionnelle bat de l'aile à Bobo du Lasso. Et pour la Ligue régionale des Hauts-Bassins de la discipline, il faut à tout prix sauver ce sport des sociétés africaines. Afin d'espérer y parvenir, la Ligue régionale a sa petite idée. À travers ce tournoi, il s'agit de refonder des bases solides de la lutte traditionnelle dans les Hauts-Bassins en impliquant les autorités coutumières et les collectivités locales. Deuxième point, il s'agit de valoriser l'athlète de lutte traditionnelle par des primes substantielles et en pérennisant les Toluca. Et en troisième objectif, il s'agit de créer l'engouement autour de ce sport en le transformant en sport de carrière par l'instauration d'un mode de challenge basé sur la détention de ceintures mises en jeu à la deuxième édition par le vainqueur des poids lourds sans passer par les éliminatoires. La première édition de cette compétition de lutte traditionnelle est prévue pour se tenir du 18 au 25 novembre prochain. En même temps, et sous le thème « Sauvons notre patrimoine culturel sportif ». Il s'agit de développer le sport de façon générale, car la lutte traditionnelle fait partie de notre culture. Si ce n'est pas aujourd'hui que le ballon et autres sports sont venus nous envahir, c'était la lutte traditionnelle qui était utilisée dans la société et qui permettait vraiment la distraction pendant certaines périodes où les gens trouvaient un peu le temps de s'amuser. C'est ce qu'il est en train de soutenir. Ne pas oublier nos valeurs culturelles. Et je pense que... La compétition est ouverte à tous et les inscriptions se font à la Direction régionale des sports des Hauts-Bassins. Et on revient au football avec l'association des vendeurs de pièces détachées de cycles et cyclomoteurs qui a lancé ses activités par un match entre commerçants et douaniers samedi dernier. Paul David Bambara et Samira Sana vous racontent comment les commerçants ont battu les douaniers. C'est avec la voix de Abdoulaye Kabouré. Commerçants et douaniers règlent leur compte sur un terrain de football. Ces partenaires incontournables démontrent ici leur talent autour du ballon rond. Dès l'entame, les douaniers prennent le dessus en ouvrant le score grâce à Moussa Sourabié. Ce but pique l'orgueil des commerçants qui vont égaliser à la 25e minute par Aruna Toé, juste avant la fin de la première période de ce match de 2 fois 25 minutes. À la reprise, les commerçants s'emparent du match et doublent la mise à la 34e minute. Aruna Toé signe son doublé. Les douaniers conscients du danger se réveillent mais n'arrivent pas à remettre les pendules à l'heure. Les deux équipes se tiennent en haleine jusqu'à la fin du match. Les commerçants remportent la victoire sur ce score de 2-1. Vous savez que la douane n'existe que s'il y a des opérations commerciales. Nous saluons à sa juste valeur cette initiative des vendeurs de pièces détachées qui se regroupent pour s'organiser en association. Le commerçant et le douanier sont comme la langue et les dents. Ils sont obligés de cohabiter et de collaborer. C'est dans cette optique que nous pensons qu'il est nécessaire de trouver des mesures pour une bonne entente. L'arrondissement numéro 1 est au centre de la ville de Ouagadougou qui regarde donc le marché, tous les commerces de la ville de Ouagadougou. Donc il était normal pour moi en tant que maire de cet arrondissement de venir soutenir les commerçants et puis les montrer notre disponibilité à les accompagner dans leurs activités. Cette activité sportive marque le lancement des activités de l'Union des vendeurs de pièces détachées, des cycles et cyclomoteurs en abrégé UVPD2C. Selon les organisateurs, cette cérémonie constitue par ailleurs une invite à l'union sacrée des commerçants autour des idéaux de l'association.
Sur le terrain du lycée Diaba-Lompo de Fadan-Gourma, le conseil régional de l'Est a lancé samedi son tournoi de football Tintani. En match d'ouverture, le Gourma a battu la Tapoa 4 tirs au but à 2. Le reportage de nos correspondants Seydou Nikema et Mahamadi Ouedraogo. Le bureau exécutif du conseil régional de l'Est sonne le rassemblement de la jeunesse autour du ballon rond. À travers cette première édition du tournoi de football dénommé Tintani, les élus locaux entendent favoriser la cohésion sociale et promouvoir les bienfaits du sport. Nous voulons apporter la cohésion au niveau des fils et filles de la région, pour que nous parlons tous du même langage pour le développement de la région de l'Est. Ça nous préoccupe beaucoup et nous avons le souci de mettre en place des équipes provinciales. Après les équipes provinciales, nous allons mettre en place également une équipe régionale. À ce match d'ouverture, l'équipe provinciale du Gourma en blanc reçoit celle de la Tapoa en rose. Dès l'entame du jeu, les locaux lancent plusieurs attaques contre les visiteurs sans pourtant parvenir à ouvrir le score face à une défense solide de la Tapoa. 0 but partout, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, les Fadalais se montrent plus agressifs dans les duels et développent davantage de belles actions. Mais les Blancs ont dû patienter jusqu'au tir au but pour faire la différence avec 4 tirs réussis contre 2 après un score de 0 but partout fin du temps réglementaire. Vraiment, le match a été un peu dur. On a eu des occasions très franches, on n'a pas concrétisé. Et quand des trucs comme ça arrivent au cours d'un match, l'adversaire reprend confiance. C'est ce qui nous a amené jusqu'au tir au but. On doit continuer de travailler si on veut vraiment arriver en finale. Un jeu très beau, technique et tactique. C'est pourquoi nous pensons qu'à travers une telle compétition, nous pourrons réorganiser les équipes à l'intérieur de notre région pour donner des équipes fortes à même de compétir au plan national. La suite des matchs de poule se poursuit dans les autres provinces et la finale est prévue pour le 28 novembre prochain à Fadan-Gourma. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.